Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec François Ecal, fondateur de FIPECO.fr et professeur d'économie à Paris 1. Philippe Martin, professeur à Sciences Po, président du Conseil d'analyse économique. Et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Philippe Martin, est-ce que l'Italie, actuellement on est devant un dialogue de sourds entre Rome et Bruxelles. Les autorités de Bruxelles ont considérablement revu à la baisse les prévisions de dérive du déficit italien, en imaginant même que d'ici 2 ans il repasse au-dessus de 3%. Vous êtes inquiet sur l'Italie ou vous pensez que une grave crise de l'Italie et un défaut italien serait si grave que de toute façon, on se mettra d'accord, quoi qu'il arrive? Non, mais à très court terme, je ne suis pas inquiet parce que je pense que la Commission européenne et le gouvernement italien vont se mettre d'accord pour pas être d'accord. En gros, ça va se terminer comme ça et ce sera pas dramatique. À plus long terme, je suis en effet inquiet parce que si on a une dérive en effet des déficits italiens, on est dans une situation aujourd'hui où les taux d'intérêt sur la dette italienne sont supérieurs à la croissance italienne et ça, comme on le sait, pour un économiste, c'est un peu la recette de l'explosion des dettes. Donc en effet, il y a quelque chose à un moment il faut trouver une solution parce que sinon la dette n'est pas soutenable en Italie. Alors Vous dites ça avec un calme olympien. Sinon la dette n'est pas soutenable en Italie. Une dette non soutenable, on sait ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire soit qu'il faut refaire des plans d'ajustement très difficiles, soit. Mais le problème italien, c'est pas tant, et c'est pour ça que je pense que les plans italiens sont pas les bons. Faire une relance à court terme, à la limite, c'était pas totalement idiot. C'est la manière dont les dépenses sont faites. Le problème italien, c'est la croissance qui est faible depuis le milieu des années 90. Beaucoup plus faible que dans les autres pays. Donc, à la limite, s'ils faisaient un plan de relance, mais où ils disaient on va dépenser sur les infrastructures, on va mettre un grand plan sur l'éducation et la formation, qui est un très gros problème en Italie. On va faire aussi des privatisations sur un certain nombre de plein d'entreprises qui sont liées aux municipalités, qui sont absolument totalement inefficace. Si on avait fait ça, je pense que ça se comprenait très bien qu'on puisse avoir une augmentation du déficit. Mais le problème, c'est que les dépenses là qui sont faites sont des dépenses qui ne vont pas relancer la croissance à long terme. Il va peut-être y avoir une petite relance de la consommation à court terme, mais qui va être en partie éliminée par le fait que, comme les taux d'intérêt augmentent, l'accès au financement, au crédit des entreprises va diminuer. Et donc l'un dans l'autre, un certain nombre d'économistes considèrent que ce plan de relance va pas avoir même beaucoup d'impact à court terme. Donc oui, je suis inquiet. Peut-être pas encore une fois sur les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Encore que, on peut avoir un accident. C'est pas rationnel. Il n'y a aucune rationalité pour l'Italie de sortir ou de faire défaut sur sa dette. Mais on sait que c'est pas toujours rationnel. Les marchés peuvent paniquer. Et si les marchés paniquent, les taux d'intérêt vont encore augmenter, ce qui rendra encore plus difficile pour l'Italie de se financer sur les marchés. Et c'est là où on peut avoir quelque chose qui devient assez vite dramatique. Surtout que les banques italiennes sont gavées d'obligations italiennes. Absolument. S'il y a un défaut sur l'obligation italienne. 70% de la dette publique italienne est détenue en Italie. Donc c'est encore une raison pour laquelle il n'y a aucun intérêt pour l'Italie de faire défaut. Elle ferait défaut sur elle-même. Un mot là-dessus, après on passe parce que... Deux choses très simples. D'abord, juste sur la partie dette, et c'est plutôt positif, en tout cas de mon point de vue, qu'une grosse partie de la dette italienne soit détenue en Italie, même si les Italiens ne savent pas vraiment comment ils la détiennent, parce que tout ça n'est pas aussi simple. C'est pas chaque Italien a une petite dette. C'est un peu noyé tout ça. C'est les banques, c'est les banques italiennes. Ça veut dire par les fonds en euros. Une grosse panique de marché ou un raid un peu mal intentionné d'un grand financier mondial aurait du mal à déstabiliser cette partie-là, puisque grosso modo, on s'imagine que les Italiens resteraient soudés derrière leur drapeau. Ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Maintenant, l'Italie, l'inquiétude de cette notion de dette, et c'est là où je partage partiellement l'optimisme de Jean-Marc Daniel, parce que je suis un optimiste. Jean-Marc Daniel, lui, considère que si on était devant un risque Armageddon, parlons net, la Banque Centrale Européenne, en dépit des traités... Mais on n'ira pas jusque-là, parce qu'en fait, tout le monde le sait. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'Italie a une dette très forte. En revanche, son tissu industriel est encore un tissu industriel solide, et ça reste, on va dire, parce qu'on sort les Anglais, ils ne sont pas de la zone euro, on va dire c'est le 3e acteur européen en termes d'emploi, de production, etc. Il a des résultats plus ou moins mitigés. La grosse inquiétude aujourd'hui est une inquiétude, mais je le dis, on traverse, et je suis tous les jours
coller aux résultats des marchés, puisque c'est mon métier. Et on voit une énorme volatilité sur les marchés en ce moment, uniquement sur des annonces géopolitiques sans aucun fondement réel. Même un géopoliticien pointu ne pourrait pas m'assurer que telle situation américano-chinoise, telle situation italienne, on parle de bras de fer entre Rome et Bruxelles. Excusez-moi, des bras de fer entre Paris et Bruxelles, il y en a eu plein. Des discussions comme on est en train d'en avoir avec Rome, on en a eu avec Paris il y a 2-3 ans. Donc à un moment donné, c'est juste se dire, oui, l'inquiétude, et je partage l'avis de mon voisin, l'inquiétude, elle est juste sur la recette qui nous est présentée là. C'est une recette aberrante. Quand vous avez la première puissance européenne allemande qui est en train de s'inquiéter, et qui vont le faire parce qu'on les connaît, ils sont en train de s'inquiéter de repousser encore l'âge de la retraite pour régler leurs problèmes de retraite qui serait un déficit important pour eux dans 10 ans. On a les Italiens en face qui font l'inverse, qui disent à court terme, moi j'ai besoin pour mon électorat de réduire, de faire partir mes Italiens plus tôt au travail. Là on a l'impression complète qu'on est à côté de la plaque. Donc c'est plus, je veux dire, quelque chose de politique que quelque chose de fondamentalement inquiétant. Et c'est là où l'Europe peut intervenir, et j'espère que la réponse de Bruxelles sera constructive d'un point de vue politique. Il ne faut pas que les agences de notation mettent maintenant la note souveraine de l'Italie en catégorie spéculative, parce que là, les problèmes de psychose de marché pourraient un peu... Si le marché est surpris, mais le marché ne serait pas surpris. Nicolas, c'est la surprise qui fait paniquer le marché. La loi de finances rectificative, François Écal, est actuellement effectivement sur le bio, et personne n'en parle. Et vous me faisiez la remarque, et c'est votre spécialité, toutes ces questions de finances publiques, que le fait que la loi de finances rectificative, qui donc examine l'exécution du budget en cours, le fait qu'on n'en parle pas, c'est plutôt bon signe. C'est une très bonne nouvelle, en effet, parce qu'il y a deux volets en général dans une loi de finances rectificative, un volet fiscalité et un volet de dépenses. Le volet fiscalité, il sert souvent à introduire des dispositions qu'on avait oublié de mettre dans la loi de finances initiale ou qu'on n'avait pas eu envie de mettre, parce que en fait ça passe plus facilement, c'est plus subreptice quand c'est dans une loi de finances rectificative. Il n'y a pas d'étude d'impact, voilà, il y a des choses comme ça. Et puis ça servait aussi à corriger des couacs fiscaux, comme il y en a eu l'an dernier, avec la taxe sur les dividendes, l'annulation de la taxe sur les dividendes, ou dans une loi de finances rectificative, il a fallu voter une majoration exceptionnelle d'impôt sur les sociétés. Cette année, il n'y a aucune disposition fiscale, donc c'est merveilleux. Il n'y a rien, c'est parfait. Sur le côté dépenses, ça servait aussi beaucoup à corriger le manque de sincérité de la loi de finances initiale. Traditionnellement, dans une loi de finances initiale, en tout cas au cours de ces 10 dernières années, les gouvernements affichaient des dépenses importantes, là où ils avaient des priorités politiques dans certains ministères, et puis dans d'autres ministères, au contraire, des crédits qui étaient manifestement insuffisants pour permettre de payer des dépenses inéluctables, obligatoires, etc. Et donc ce que faisaient les gouvernements en début d'année, c'est dès le mois de janvier, on expliquait, voilà, dans tous les ministères, vous allez avoir jusqu'à 10% de vos crédits qui sont gelés. Vous n'avez pas le droit de les utiliser, parce que je sais qu'à un moment, il va falloir que je les utilise pour les remettre ailleurs. Donc ça perturbait fortement la gestion des ministères. Et puis en effet, à la fin de l'année, on avait une loi de finances rectificative, on nous disait, voilà, j'annule 8 milliards de crédits à un endroit, j'en ouvre 8 milliards à un autre, etc. Puis au bout du compte, finalement, j'arrive à rester dans l'enveloppe globale uniquement parce que la charge d'intérêt, justement, finalement, s'avère plus faible que ce que j'avais prévu, parce que j'avais construit mon budget avec des hypothèses de hausse des taux d'intérêt qui, pour le moment, n'ont pas été vues. Et donc, heureusement, on avait cette petite marge qui permettait de tenir dans l'enveloppe. Et puis, il y avait aussi une marge du côté des versements à l'Union européenne, qui sont toujours plus faibles que ce qu'on avait prévu. Donc, on s'y retrouvait, mais après avoir fait un redéploiement de crédits budgétaires dans tous les sens. Cette année, eh bien, la loi, d'abord au début de l'année 2018, au lieu d'avoir un gel de crédit de 8 à 10%, c'était 3% seulement. Et donc, malgré ce gel très faible par rapport à tout ce qu'on a eu ces dernières années, on a très peu d'ouverture, d'annulation et d'ouverture de nouveaux crédits en loi de finances rectificative. Donc, on colle de très près à la loi de finances initiale. Donc, ce qui veut dire que cette loi de finances initiale, elle était sincère. Je rappelle, l'année dernière, en 2017, en fait, la principale critique de la Cour des comptes dans son audit de juin, c'était ça. C'était, votre budget n'est pas sincère parce que vous savez très bien qu'à certains endroits, en matière de crédit européen, de crédit de l'agriculture plutôt,
surtout Crédit d'Agriculture, vous savez très bien que vous allez devoir payer des pénalités à Bruxelles dont vous n'avez pas tenu compte. Vous savez très bien que sur les opérations extérieures du ministère de la Dépense, ça va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous avez mis comme crédit. Et donc tout ceci n'est pas sincère. Donc là, il y a eu un... Alors c'est pas parfait encore, notamment sur la défense. C'est vrai qu'on n'avait pas totalement budgété encore le montant des opérations extérieures. On le fait progressivement, mais c'est quand même beaucoup mieux que les années passées. Donc si on n'en parle pas, finalement, c'est parce que c'est bien. Donc il faut dire que c'est bien. Satisfecit au budget 2018 actuellement en cours d'exécution. Ce que j'aime bien aussi, c'est la manière dont vous nous décrivez cette loi de finances rectificative, qui est quand même une grosse magouille en milieu d'année, qui passe discrètement pour essayer de récupérer les trucs qu'on avait sciemment espéré repousser. C'est pas une magouille. C'est une belle histoire quand même. C'est une optimisation comptable. Mais c'est voté par le Parlement. Non, mais c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que nous avons quelque part aujourd'hui à Bercy des gens qui ont une feuille de route, qu'ils arrivent plutôt bien à la maîtriser. Enfin, c'est plutôt positif là. Attention. Très bien. Il faut reconnaître que depuis, d'ailleurs même sous François Hollande à la fin, les prévisions de croissance sur l'année qui venait étaient quand même plutôt raisonnables par rapport à ce qu'on a vu l'habitude de voir. On pouvait avoir des écarts de 1 Elles se sont améliorées. Je crois que M. Moscovici était parti, c'est ça que vous voulez dire Oh non, il a joué de malchance, il a participé aux 2 premières années. C'était une blague, pardon. En 2013, on a aussi créé le Haut Conseil aux finances publiques et je pense que ça a mis un peu de pression sur le gouvernement pour être plus sincère sur les prévisions. Tant mieux. C'est possible. Le fameux Haut Conseil des finances publiques. Alors, pas mal de gens qui en font partie passent par cette émission, ce qui est plutôt bon aussi. Avant ou après Alors, non, avant et après. Regardez, il y avait Philippe de Sertine et Mathilde Lemoine qui, là, ont cédé leur place. Il y a Éric Heyer aujourd'hui qui a intégré le J'y étais. J'en ai fait partie pendant 4 ans. Il nous reste des perspectives alors. Et Isabelle Job-Basile du Crédit Agricole qui également fait partie du Haut Conseil des finances publiques et qui vient assez régulièrement dans cette émission. Une loi de finances rectificative dont on ne parle pas, c'est bon signe. Ça veut dire que les recettes sont au rendez-vous et que les dépenses avaient été raisonnablement estimées. Et pour des gens comme moi, je peux vous garantir que ça fait du bien. Voilà. Parce que le gros problème, c'est quand vous prenez des engagements avec des clients à moyen long terme, parce qu'en gestion de patrimoine, c'est plutôt moyen long terme, mais que vous avez un projet de loi de finances qui arrive juste après la rectification de la loi de finances de N-1, vous êtes un petit peu perdu. Je ne vous parle même pas de nos contribuables clients qui, alors, eux, sont complètement nagés. Alors l'année dernière, c'était assez lourd. Bon, là, cette année, d'après ce que je comprends, parce que je ne l'ai pas encore penché, je ne me suis pas penché dessus, on va être un peu tranquille. Bon, il n'empêche, malgré toute cette sincérité du budget en cours d'exécution qui nous a été décrite par François Ekal, on a des Français qui ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a été érodé, tandis que les chiffres de l'INSEE nous disent qu'on sera sur du 1,3% de hausse, a priori, pour l'année en cours, même 1,7% pour le 4e trimestre. Philippe Martin, aujourd'hui à Matignon, il y a cette réunion où on va essayer de mettre en forme les réponses opérationnelles, concrètes, avec effet rapide, pour essayer de calmer la grogne des Gilets jaunes du 17 novembre. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que honnêtement, si on met bout à bout ce qui nous a pour l'instant été annoncé, il n'est pas certain que ce soit d'une efficacité redoutable. Non, mais ça dépend ce que vous appelez efficacité. Efficacité, c'est que celui qui considère qu'il paye trop son carburant voit dans les 4 semaines qui viennent un effet positif. Soit par un crédit énergie. Il ne va pas y avoir de solution miracle. On ne va pas faire baisser les prix à la pompe et le gouvernement a bien dit, et je pense qu'il a raison, qu'il ne va pas renoncer à l'augmentation des taxes sur le carburant. Il y a une trajectoire carbone qui a été décidée. C'est une augmentation en effet de l'imposition. Pourquoi on le fait sur l'essence, vous le savez bien, c'est la question pollution et la question du réchauffement climatique. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire à la fois, il y a quelques semaines, c'est terrible, Nicolas Hulot est parti et c'est parce que ce gouvernement n'a pas suffisamment d'ambition sur le plan climat, sur la question pollution. Et puis une fois qu'on met en place une solution d'augmentation des taxes sur le CO2 qui, je vous rappelle, en tant qu'économiste, c'est ce qu'il y a de plus efficace parce qu'on dit il faut faire des subventions, il faut faire des aides à la transition écologique. Ce qu'on sait, toutes les études montrent que pour changer les comportements, il faut en effet qu'il y ait une augmentation des prix. Et ce qu'on appelle en économie les élasticités prix, c'est-à-dire dans quelle mesure en effet la consommation d'essence diminue lorsque vous avez une augmentation des taxes, elle est réelle.
toutes les études le montrent. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'à court terme, elle est plus faible qu'à long terme. À court terme, elle est en gros de 0,3, 0,4. C'est-à-dire si vous augmentez d'1% les prix de l'essence, vous diminuez la consommation d'essence de 0,3, 0,4. À long terme, c'est plus, c'est presque 1. Et donc, en effet, les gens s'adaptent. Et le gros problème, on a une politique, en effet, et c'est pour ça qu'on a cette réunion, c'est d'aider, en effet, à ce que ceux qui sont coincés dans une consommation d'essence plus importante parce qu'ils sont loin de leur travail, c'est de les aider, en effet, à les accompagner dans une transition pour changer de véhicule. Pour les plus pauvres, en effet, c'est le chèque énergie qui va être augmenté. Donc voilà, mais on ne va pas faire une solution miracle, c'est d'aider pour en effet, à moyen, long terme, changer les modes de consommation parce qu'il faut en effet faire cette transition écologique. Vous admettrez que c'est quand même paradoxal de dire qu'on va effectivement surtaxer le carbone pour sauver la planète, mais qu'on va finalement subventionner l'essence de ceux qui roulent en leur donnant une aide transport de 20 € par mois. Alors, non mais... Il y a un côté, voilà. Non mais au nom du pouvoir d'achat, je te subventionne ton essence, mais au nom de la planète, je te la taxe. C'est inatteignable. Alors, vous allez me dire, ça va être ciblé sur des gens qui sont véritablement en grande... Non mais je suis d'accord que c'est la meilleure solution, en effet, c'est d'envoyer un signal prix. Il faut aussi beaucoup de stabilité. Vous parliez de ça tout à l'heure, de la stabilité fiscale. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de faire croire aux gens que peut-être on va rediminuer les taxes sur l'essence et puis on la remontera après, etc. Donc il faut absolument qu'à la fois pour les consommateurs et pour les entreprises, il y ait un signal prix qui soit stable, que pour faire les investissements, les achats de voitures propres, etc., les gens sachent en effet que le prix de l'essence va continuer à augmenter de toute façon, quoi qu'il arrive. Et à la limite, taxe ou pas taxe, évidemment avec les taxes en plus. Juste un mot avec vous, François Hécale, là-dessus. Comment est-ce que vous jugez là? Parce que là, on est devant la recherche d'une réponse politique à un problème de politique énergétique de long terme pour avoir une réponse politique de pouvoir d'achat immédiate. Comme on l'a dit, dans le prix de l'essence, il y a deux composantes. Il y a une composante liée au coût de production de l'essence qui intègre en fait le prix du baril qui fluctue et sur lequel on ne peut rien. C'est à peu près 40 centimes sur 1 euro. Voilà. Bon. Et puis après, il y a des taxes. Et ces taxes, elles ont pour vocation de faire payer aux consommateurs les dommages qu'il induit en consommant de l'essence, notamment les dommages environnementaux et la pollution. Ces taxes, donc, elles n'ont aucune raison de fluctuer du jour au lendemain parce que le prix du baril, lui, fluctue. Donc il faut qu'elle soit stable, en effet, pour envoyer un signal aux consommateurs pour qu'ils puissent se dire, oui, c'est vrai, à long terme, ça va augmenter et l'essence, le carburant va coûter de plus en plus cher. Alors après, essayer de répondre pour des raisons liées au pouvoir d'achat, essayer de répondre par des mesures, moi, je suis pas du tout convaincu par ce type de réponse parce qu'on va augmenter les dépenses publiques, on va créer des usines à gaz parce qu'on va vouloir cibler sur des cas particuliers, des gens, des aides qui le mettent dans des zones particulières, etc. Et ensuite, on va avoir un effet de cliquet, c'est-à-dire que le jour où le prix du pétrole baissera, normalement, on devrait supprimer ces dépenses. L'expérience montre qu'on ne les supprime pas à ce moment-là. Mais les gens encaissent leurs aides. Une fois qu'ils ont leurs aides au kilomètre ou à je ne sais pas quoi, c'est un droit acquis. Mais le chèque énergie, c'est relativement simple et ça préserve le signal. Et ça préserve le signal prix. Le chèque énergie, ce sont les tarifs sociaux sur le gaz et les... Non, justement, ça a remplacé les tarifs sociaux parce que justement, les prix ne sont pas différenciés en fonction de votre revenu. En revanche, vous avez un chèque forfaitaire pour les personnes les plus modestes. Donc ça, c'est à mon avis la meilleure solution. Ce que dit François Hécale, d'abord mettre en place le truc, 20 € par mois pour ceux qui font plus de 30 km aller-retour, domicile travail, mais les 20 €. Sous conditions de ressources, sous 2 SMIC pour les Hauts-de-France. Je suis assez d'accord que là, c'est plus compliqué. Et si vous n'avez pas de transport en commun, c'est vrai que le jour où on va avoir débranché le truc, si on veut le débrancher, ça va être coton. Et qu'est-ce qu'on va demander aux entreprises aussi, Nicolas, dans tout ça? À quel moment on va... Oui, mais ça c'est un petit peu important quand même, parce que le tissu économique en France jusqu'à... Enfin, j'adore la fonction publique, mais il me semble que le PIB français passe plutôt par de la production privée industrielle. Bon, je vous dis ça pourquoi? Le président a dit qu'on allait solliciter les employeurs et les collectivités. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans les conventions collectives, en tout cas celle qui régit mon entreprise, nous avons l'obligation de prendre 50% des frais de transport en commun, etc., de nos salariés. Donc, si c'est le cas, le salarié n'a pas le droit à l'aide de transport de 20 € par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, qu'est-ce que ça va régler? Alors maintenant, il y a un vrai... Si je peux juste rajouter quelque chose, mais c'est enfoncer une porte ouverte. Là, on est en train de parler, une fois de plus, très à la française, d'un pansement sur une jambe coupée.
Alors, on met un petit pansement sur une jambe coupée au lieu de faire un vrai garrot. Donc, il y a une vraie réflexion. Et alors là, pour le coup, l'Européen que je suis va remettre encore l'Europe au cœur de tout ça. Il est grand temps qu'on réfléchisse réellement, si on veut régler ce problème, à la politique énergétique et donc à la façon dont on voit notre urbanisation globale franco-européenne. Stéphane, on est à un horizon 6 jours là. On n'est pas à un horizon politique énergétique de l'Europe. Je sais bien, Nicolas, mais donc la réponse que pourrait faire, en tout cas celle que j'appelle de la part de mon président de la République et puis de son équipe gouvernementale, c'est de dire « Ok les gars, on va peut-être faire un petit cadeau de ce côté-là ou un petit geste pour vous aider ». Et derrière, on va déclencher réellement une vraie réflexion, mais ça pourrait être une réflexion, y compris au niveau du citoyen. Parce qu'on veut quoi, en fait, en France? On veut plus d'électrique, on veut moins de dépenses. C'est ça, en fait, en gros. Hein. On est en train de vous dire que plus le temps va passer, plus ça va être cher de faire du gasoil et du super. On veut arrêter ce qu'on a poussé en avant pendant 40 ans, en particulier le diesel, pour faire de l'électrique. Alors moi, je vois plein de copains qui sont passionnés de scooters électriques, de voitures électriques. Mais le problème, c'est que l'électricité en France, comment on la fabrique en majorité, soit avec de l'hydroélectrique, soit avec des centrales nucléaires, qui jusque-là ne sont peut-être pas forcément en développement durable, le point le plus sage. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion et que là, on est encore dans une phase politico-politicienne. Et une fois de plus, autour de cette table, on va discuter de rustine. Et moi, je déteste les rustines parce que c'est une énième rustine. Vous allez voir, les études qui ont été faites sur l'empreinte carbone de la voiture électrique, c'est passionnant. Mais bien sûr. Elle est plus. L'empreinte carbone est supérieure à celle du moteur thermique au moment de la conception. Ça dépend de l'échéance, mais ça dépend de la duration. Et à terme, oui. Il faut avoir roulé plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour avoir une empreinte carbone. Alors, elle n'est pas au même endroit. Hein, bien sûr, bien sûr. Puis attendez, on ne sait pas exactement combien ça coûte en carbone de maintenir de l'uranium ou du plutonium dans le temps. Et alors, vous me faisiez remarquer, effectivement, Philippe Martin, et c'est vrai que derrière ce débat sur le pouvoir d'achat, ce débat sur le prix des carburants, il y a aussi une question qui se pose par rapport aux inégalités, pas les inégalités de revenus, qui sont très largement gommées, en fait, par la redistribution en France, les inégalités monétaires, mais les inégalités dans l'espace. Et effectivement, les prix de l'immobilier ont poussé loin des centres urbains les classes moyennes et les classes populaires. Et plus vous êtes loin, plus vous roulez. Plus les services publics sont éloignés, plus l'emploi se raréfie, moins il y a de mixité sociale. Et d'ailleurs, généralement, plus ça s'exprime dans les urnes. On avait regardé la cartographie en Ile-de-France des votes Front National. C'était à l'extrémité de l'Ile-de-France que les votes Front National étaient le plus importants. C'est peut-être un sujet aussi, celui des inégalités territoriales, qu'on n'a pas trop voulu voir et qu'on peut remettre au goût du jour à l'occasion de ce qui nous c'est en effet un des problèmes essentiels. C'est un peu lié à cette question, en effet, parce que on sait que c'est dans les zones périurbaines et rurales que cette question de la taxation de l'essence est la plus sensible, parce que les gens se sentent coincés et ont un problème de mobilité. On a fait pendant des années une politique, en effet, d'étalement urbain, dont on voit aux États-Unis, par exemple, que ça devient totalement délirant. C'est-à-dire qu'en effet, les gens utilisent beaucoup trop leur voiture. Et donc, en effet, c'est des questions qui sont très complexes sur de penser la ville dans son ensemble et avec, en effet, la question des transports avec toute l'agglomération. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se décide en une semaine. C'est quelque chose de beaucoup plus long. Mais par ailleurs, la politique de transport du gouvernement, elle a beaucoup changé, là, avec le nouveau gouvernement. On arrête de faire des TGV partout et on se remet à concentrer les efforts sur la question des transports à l'intérieur des agglomérations, qui a été beaucoup négligée pendant beaucoup d'années. Donc je pense que c'est en effet un débat essentiel. Mais pas électrique. Pour l'instant. Mais juste un point sur ces inégalités territoriales. Il y a une étude très intéressante de l'école d'économie de Paris sur le bien-être ressenti à la fois à la ville, dans les grandes villes, les moyennes villes et les toutes petites villes ou la campagne. Et vous serez surpris quand on pose la question aux gens, est-ce que vous étiez heureux hier ou est-ce que vous êtes heureux en général dans votre vie? Les plus heureux, ce sont ceux qui sont à la campagne et dans les toutes petites villes. Le pire, entre guillemets, ce sont les moyennes villes, et puis ça remonte un peu dans les très grandes villes. Pour plein de raisons, parce qu'en effet, vous avez beaucoup de services dans les très grandes villes, peut-être aussi, et c'est contrôlé par le niveau de revenu. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut pas croire, parce que là, en ce moment, on sent bien, en effet, une colère, une impatience d'un certain nombre de personnes qui sont dans les... Un côté ras-le-bol fiscal. Hein. Oui, bien sûr, mais bien sûr. C'est un peu la goutte de carburant qui fait déborder le vase du ras-le-bol fiscal. Mais de fait, en fait, je pense que les personnes qui sont en milieu rural, toutes choses égales par ailleurs, ont un cadre de vie qui est plus agréable, mais justement,
elles ont peur de le perdre, là, en ce moment. Elles ont peur de le perdre parce qu'elles avaient un cadre de vie relativement plus agréable, parce qu'elles ont plus de mètres carrés, tout simplement, parce que le prix du foncier. Mais là, si on leur dit la mobilité va être de plus en plus compliquée pour vous, là, en effet, on peut comprendre, en effet, une situation de colère et d'impatience. Stéphane Venufel. Je vais encore faire un petit peu de chauvinisme, excusez-moi, et je sais que je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi. Bon, j'invite beaucoup de patrons de métropoles françaises qui ont besoin d'aller voir comment ça se passe. Quand ça se passe bien, venez faire un tout petit tour à Bordeaux, et vous allez voir que quand Stéphane vous mettez Venufel un est plan... bordelais. Moi, je suis parisien installé à Oui. Bordeaux, donc en plus, je ne suis pas un chauvin de naissance. Moi, j'ai observé, puis j'aime la politique, vous le savez, donc j'ai vraiment observé cette ville qui, en 25 ou 30 ans, on peut parler de l'endettement, a fait des investissements d'infrastructures qui, au final, ont le même but, c'est-à-dire de resserrer le tissu social, et au lieu de noyer sous des subventions tout un tas de gens, que vous habitiez dans le centre de Bordeaux, vous habitiez à 30 minutes du centre de Bordeaux, c'est-à-dire la deuxième couronne dont vous parliez, qui est proche campagne, parce que là on est très vite proche campagne, j'ai l'impression qu'ils sont en train de finir un projet qui devrait arriver à la fin de son aboutissement vers 2025-2030, qui va plutôt être un bon modèle franco-européen de ce que devrait être une métropole. Partie d'une petite ville vers une métropole d'1 million d'habitants avec des infrastructures, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux têtes pensantes qui ne sont pas du même bord politique, le patron de la région et le patron de la métropole qui est le maire de Bordeaux, s'entendent finalement sur ce sujet-là très bien, c'est-à-dire infrastructure, transport, aide sociale et, on va dire, mixité. Voilà. Et ça se passe plutôt bien, en tout cas quand on y vit. Sur l'intelligence locale en matière d'organisation des choses, un jour il faudra qu'on raconte l'histoire d'une municipalité qui est en banlieue de Marseille, qui s'appelle Plan-de-Cuc. Oui. Et le maire de Plan-de-Cuc, alors qu'il a une ville pauvre avec très 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 peu justement de CVAE, de CFE, d'ex-taxe professionnelle, qui s'est juste réincarné, qui n'a pas été supprimé, il a amené ses impôts locaux pratiquement à des niveaux les plus bas en France pour une ville de cette taille-là. Et il explique comment il a fait, il explique que ça a pris 10 ou 15 ans, et moi j'ai très envie d'ailleurs de le rencontrer pour qu'il me raconte comment est-ce que d'une ville pauvre, on arrive à faire une ville bien gérée. Et vous savez la conséquence de tout ça ? Comme il est une ville bien gérée, intelligemment gérée, avec quelqu'un qui est compétent à sa tête et qui a une vision de long terme, comme vous avez moins besoin, on va vous supprimer des crédits publics. Forcément. Forcément. C'est ce que j'allais dire. Quand Voilà. tout va bien, on prend l'argent là où il est. L'histoire, c'est une histoire absolument extraordinaire parce que il n'y a pas forcément d'atouts évidents et avec un peu de bonne gestion, un peu de bon sens, notamment en ayant recours à des services privés pour des activités qui étaient auparavant exercées par le service public de la municipalité. Voilà comment est-ce qu'on peut baisser les impôts. Sous contrôle de la municipalité. Ouais. Non, c'est une très très belle histoire. On la racontera. Il faudrait qu'ils viennent d'ailleurs, tout simplement. Je vais l'inviter. Oui. C'était aujourd'hui François Ekal, Philippe Martin et Stéphane Venufel. On se retrouve demain à 9h.